Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on débute ensemble cette table ronde. Déjà pour commencer, est-ce que vous allez bien? Ok, très bien. J'espère que vous irez mieux à la fin de cette table ronde. Enchanté. Donc on est ensemble pour une petite heure. On va aborder la thématique suivante, les facteurs clés de succès pour accélérer le déploiement de l'économie circulaire à grande échelle. Je m'appelle Raphaël, je suis un des deux cofondateurs d'une entreprise qui s'appelle Circulaire. Et notre mission, c'est d'accompagner les grands groupes dans le déploiement de l'économie circulaire. Et aujourd'hui, pour animer cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir 4 expertes et experts de l'économie circulaire. Je vais les présenter très rapidement. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet de cette table ronde avec 3 temps. Le premier temps, poser le constat, où on en est sur l'économie circulaire aujourd'hui et pourquoi on en est là. Ensuite, évoquer les freins et avoir des retours d'expérience différents, à la fois du secteur associatif, entreprise, et puis d'expertes et d'éco-organismes. Et ensuite, aborder la thématique des facteurs clés de succès. Et je vais essayer de garder 10 minutes pour les questions-réponses, pour qu'on ait un temps d'échange aussi avec vous. Est-ce que ça vous convient comme programme? Ok, parfait. Donc, pour débuter, je vais faire une petite présentation rapide de nos intervenantes et intervenants. Alexandre, tu es le directeur général de Antesys France. Antesys, c'est un cabinet d'experts de renommée mondiale sur les sujets de la sustainability. Et par ailleurs, tu es une personne qui s'est engagée très tôt dans l'économie circulaire, il y a bientôt 15 ans. Et j'avais eu le plaisir de te rencontrer pendant mon tour du monde avec Jules, il y a un peu plus de 10 ans. Et tu portais la thématique économie circulaire, notamment en Afrique du Sud, à Cape Town. Sarah, tu es la vice-présidente de EC 2027, qui est une association apolitique, mais qui a pour but de politiser l'économie circulaire. Tu rassembles à la fois des grandes entreprises, des startups, des associations, dont l'objectif est de mettre au cœur de la vie politique ces sujets de circularité. Et en plus, tu as une casquette aussi startup, parce que tu portes les sujets économie circulaire chez Murphy, qui est une entreprise de la réparation. Patrick, tu es le président et directeur général de l'éco-organisme LECO, qui est l'éco-organisme qui est spécialiste sur la gestion des emballages. Et tu es un jeune arrivé et tu viens perturber la situation potentiellement monopolistique sur le sujet des emballages. Et j'ai le plaisir de finir par toi, Arnaud. Tu es le Chief Sustainability Officer, ou autrement dit en français, directeur développement durable de l'entreprise Tarkett. Tarkett, je ne sais pas si vous la connaissez, vous avez potentiellement le pied dessus, pas sur l'entreprise, mais sur leurs produits. C'est le leader mondial des revêtements de sol et des surfaces sportives. Et ça a été une des entreprises pionnières dans la circularité. Donc voilà un petit peu pour le tour de table. Et je vais rentrer maintenant directement dans le vif du sujet avec toi, Alexandre, pour poser le constat. Ça fait plus de 15 ans maintenant que tu évolues et que tu nages dans ce monde de l'économie circulaire. Et tu vas avoir la dure tâche, dans 3 minutes, nous faire un résumé de ce qui s'est passé sur les 10 dernières années en termes de circularité et pourquoi on en est là aujourd'hui. Je ne vais peut-être pas avoir cette capacité à tout résumer, mais en gros, oui, en 2008, je suis tombé un petit peu dedans avec Hélène MacArthur qui lançait la fondation et Cisco Systems, j'étais chez eux, finançait la fondation au départ. Et donc, on a eu ces échanges et j'ai réalisé que c'était l'économie de demain. J'ai démarré en Afrique du Sud, j'étais un petit peu un ovni à l'époque et pendant quelques années j'avais ma propre société de conseil et j'ai passé des années à éduquer, faire de la prospective, à prouver que c'était un modèle qui pouvait fonctionner à l'avenir. Alors j'étais dans les pays du Sud, donc c'était un petit peu une différente approche que celle de la France. Mais en général, à travers les années, il y a eu beaucoup, cette problématique de la compréhension de ce que c'est que cette économie circulaire, qui est vraiment au niveau stratégique une façon d'augmenter la résilience des entreprises dans un monde contraint. Donc on est vraiment très loin de la problématique uniquement déchets, pollution, même si c'est ça qu'il va falloir éradiquer de nos systèmes. Donc il y a eu beaucoup aussi de mélange entre l'économie du recyclage et de la circularité, donc celle de la réparation, du réemploi, celle du produit en tant que service, du réusinage, de la refabrication, qui sont deux approches différentes, mais qui bien sûr se rejoignent. Et en tout cas, on a besoin de recyclabilité aujourd'hui, même si sur le long terme, il faut s'éloigner de ce choix un petit peu généralement plus facile à mettre en place que la vraie circularité. Et je crois que Arnaud de Tarkett va nous expliquer la complexité de mettre en place ces modèles circulaires.
Aujourd'hui, on a des outils, hein, c'est un nouveau monde. On a des outils aussi bien législatifs, taxes aux frontières, une future, on l'espère, loi sur la fast fashion. Ça reste pas suffisant pour sortir la tête de l'eau. Il y a beaucoup de circular washing sur le marché. Alors, en France et ailleurs, hein, je ne parle pas que de la France ici. Et depuis 10 ans, le constat, c'est que le circularity gap, donc le pourcentage de circularité de l'économie mondiale, ne fait que diminuer. Donc on ne vit pas dans un monde circulaire, on vit dans un monde de plus en plus linéaire. Et c'est dû aux énormes volumes de déchets, de pollution qui sont de la surconsommation. Et donc on est vraiment dans cette période où les principes, les concepts, les lois sont en place, mais les volumes sont tellement énormes qu'on a du mal à répondre à toute la problématique. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans le temps long, de redécouvrir les imaginaires et de protéger notre maison et donc avoir une économie qui joue ce rôle-là, avec des législations beaucoup plus contraignantes, un focus sur les compétences et les connaissances. On manque de compétences et de connaissances sur le sujet de la circularité. Et enfin, mettre les taxes et les bonus au bon endroit, puisqu'ils ne sont pas actuellement au bon endroit. Donc on est sur le bon chemin. On vous invite à accélérer la transition, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Merci Alexandre. Et pour rebondir sur le rapport que tu as évoqué, on vous l'invite vraiment à consulter. C'est porté par Circular Economy Foundation qui publie annuellement un état de lieu de la circularité dans le monde. Et régulièrement, ils sortent des rapports. C'est en open source, donc n'hésitez pas à y aller. Tu as parlé de recyclage. Sarah, en préparant la table ronde avec toi sur le constat, tu disais qu'on se concentrait justement beaucoup sur cet aspect de recyclabilité, alors que c'est qu'une des boucles de l'économie circulaire et ce n'est pas forcément la plus vertueuse. Est-ce que tu partages aussi le constat qu'a fait Alexandre, et quel est ton point de vue aussi sur où on en est aujourd'hui, et peut-être en amont de ça, expliquer aussi pourquoi on fait de l'économie circulaire aujourd'hui, c'est quoi le why de l'économie circulaire? Exactement. Avant de développer où est-ce qu'on en est, et sans spoiler, on va le dire, on n'y est pas du tout. Pourquoi il faut se mettre en action, il faut circulariser l'économie. Si on se met dans cette économie circulaire, on fait une pierre 6 coups. Le premier argument, quand même, c'est un argument politique et stratégique, c'est qu'on devient souverain, on devient beaucoup moins dépendant dans un monde qui devient de plus en plus conflictuel. Donc, souveraineté économique, souveraineté industrielle, ça doit être vraiment dans la tête de nos politiques, dans la tête de nos décideurs aussi économiques. Ensuite, au niveau économique, on a aussi deux co-bénéfices. On permet de créer du PIB en France et donc de diminuer notre balance commerciale qui n'a fait que se creuser dans les 20 dernières années. On était à 0 en 2023, on est à moins 85 milliards d'euros en déficit commercial. Et ça permet aussi de réindustrialiser la France. On a des co-bénéfices sociaux, on crée des emplois locaux qualifiés non délocalisables et on crée également un peu de pouvoir d'achat, parce que quand vous achetez reconditionné ou quand vous réparez, forcément, c'est moins cher. Et puis, au niveau environnemental, ça permet de décarboner massivement. Donc, vous vous mettez en mouvement pour l'économie circulaire, vous faites une pierre 6 coups. Alors maintenant, moi je partage complètement le constat qui vient d'être fait, on n'y est pas du tout, on régresse même, en fait, pour dire les choses, appeler un chat, on régresse en matière d'économie circulaire, malgré une loi qui est extrêmement ambitieuse. La France a une loi AGEC qui est une loi extrêmement pionnière, l'Union européenne nous regarde même très attentivement sur ce qu'on fait en matière, donc on détaillera juste après pourquoi, malgré notre arsenal législatif, on n'y arrive pas. Et pour vous donner juste 2-3 chiffres pour vous montrer à quel point on n'y est pas, on devait faire moins 10% de production de déchets ménagers dans les 10 dernières années. On a fait plus 10%. Donc on produit toujours plus en plus de déchets. Et au niveau des parts de marché des biens reconditionnés, c'est à pleurer, quoi. On est à peu près dans le maximum du maximum. On est sur du 20% sur l'IT et on est sur du 20% dans les textiles. Mais on est sur à peine 2% dans les emballages. On est sur du moins de 1% dans le gros électroménager. Donc en fait, tout reste vraiment à faire. Et quelque chose qui me marque dans ce que tu dis et qui va devenir de plus en plus un argumentaire pour aller convaincre des COMEX, des CODIR, c'est que l'économie circulaire, elle va au-delà de l'aspect décarbonation, mais ça devient un vrai sujet de souveraineté industrielle. Tu l'as bien évoqué. Aujourd'hui, pour faire la transition numérique, écologique, on a besoin d'avoir la main sur les ressources et on dépend de certains pays comme de la Chine à plus de 80% sur certains minerais stratégiques. Donc demain, si on coupe les ponts là-dessus, on se retrouve vraiment dans la difficulté de faire cette transition.
Ça m'amène à dézoomer et plutôt que dézoomer, zoomer sur une entreprise un peu pionnière en la matière. Tarkett, ça fait assez longtemps, Arnaud, que vous êtes posé cette question de l'économie circulaire. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand on a préparé cette table ronde, tu m'as parlé avant tout de pragmatisme. Donc j'aimerais bien que tu reviennes dessus et sur le pourquoi en fait, vous avez décidé, potentiellement 10 ans à l'avance, de commencer à travailler sur ces sujets de circularité. Bonjour à toutes et à tous. Alors Raphaël, tu l'expliquais, Tarkett est une entreprise du secteur du bâtiment. Et alors il faut que chacun ait en tête que le secteur du bâtiment, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, mais c'est aussi 70% des déchets en poids dans le monde. Donc évidemment, Tarkett n'est pas responsable de la totalité de ces déchets, mais cela dit, on est un acteur important dans le revêtement de sol, dans les surfaces sportives. On consomme beaucoup de matières vierges, de plus en plus de matières recyclées, mais cela dit, beaucoup de matières vierges. On a des déchets. Donc on a parfaitement conscience de notre impact et de la responsabilité qu'on a pour le réduire. Donc c'est la raison pour laquelle Tarkett, assez tôt finalement, il y a plus de 10 ans maintenant, a considéré que c'était un sujet stratégique et prioritaire. Alors après, ta deuxième question, c'était finalement comment, une fois qu'on a défini que c'était prioritaire, comment on passe à l'acte. Alors là aussi, pour vous donner quelques informations importantes, je pense, Tarkett, c'est 12 000 personnes et c'est 34 sites de production dans le monde. Je dis ça parce qu'en fait, on ne va pas basculer du jour au lendemain 12 000 personnes d'une économie linéaire vers une économie circulaire. Donc on l'a fait par étapes et surtout on s'est appuyé sur un point commun dans tous nos sites de production, c'est la chasse au gaspillage, la chasse aux déchets. Donc on a développé premièrement des technologies qui nous ont permis finalement de réduire considérablement, voire de supprimer les déchets qu'on a dans nos sites de production. Et puis, en parallèle, nos équipes R&D ont développé éco-conçu des produits, ce qui nous a permis finalement d'aller un peu plus loin sur la chaîne de valeur. Et on a développé un programme qui s'appelle Restart. Et avec les installateurs, parce qu'en fait, quand un produit est fabriqué, ensuite il doit être installé. Et malheureusement, lors de son installation, il y a des chutes de pause. Donc, c'est 5 à 10% de chutes en moyenne. Donc, on a travaillé avec eux pour aller collecter ces chutes, les récupérer dans nos usines et les recycler puisqu'on avait les technologies de recyclage. Là, on continue à se diffuser sur la chaîne de valeur. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller jusqu'à la fin d'usage, donc collecter les produits en fin de vie. Voilà, on en reparlera, je pense, un petit peu tout à l'heure. Mais tout ça aussi pour dire qu'une fois qu'on a défini que c'était un objectif stratégique, une fois qu'on a commencé à mettre en œuvre la stratégie, finalement, on se rend compte que c'est coûteux, on se rend compte que ça consomme des ressources en interne, donc on se rend compte que ça nécessite des investissements. Et si ce n'est pas un sujet qui est stratégique, si on ne se fixe pas un cap, donc chez nous, c'est 30% de matières recyclées d'ici à 2030 dans tous nos produits, et bien finalement, ça s'arrête. Donc c'est la raison pour laquelle c'est vraiment un sujet stratégique et dans notre mission, dans notre vision chez Tarkett. Dernier point, parce qu'on parle d'économie circulaire, mais l'économie circulaire est également un levier extrêmement puissant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a aussi cet objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on est aligné avec l'accord de Paris. Et finalement, s'appuyer sur l'économie circulaire pour y arriver, c'est un levier très puissant. Pour rebondir sur ce que tu viens de partager, Arnaud, il y avait un rapport de la Fondation Ellen MacArthur justement qui était Climate and Circular Economy, et il disait pour atteindre la neutralité au niveau mondial en termes de carbone, parce qu'on ne parle pas de neutralité carbone pour une entreprise, c'est impossible pour une entreprise de produire zéro carbone. Il y avait 60% d'efficacité énergétique, de transition énergétique, et les 40% restants pouvaient être activés à travers les leviers d'économie circulaire. Donc typiquement comme argument de conviction profonde pour aller convaincre des CODIR, COMEX, quand il y a des ambitions de décarbonation, encore une fois, l'économie circulaire peut être un véritable levier. Tu viens de me piquer mon chiffre. Désolé, Alex. Je repasse la parole à Patrick. Patrick, les éco-organismes, il y a encore 5-10 ans, on ne savait pas trop ce que c'était. Aujourd'hui, ça fait partie des acteurs clés pour déployer l'économie circulaire. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui du rôle d'un éco-organisme et en quoi c'est un acteur essentiel dans l'économie circulaire? Parce que, par ailleurs, des fois, ils peuvent être critiqués alors que même ils sont nécessaires pour déployer l'économie circulaire à grande échelle. Bonjour à tous. Donc, un éco-organisme, qu'est-ce que c'est? Un éco-organisme, c'est une passerelle entre l'amont et l'aval. Le rôle de l'éco-organisme, c'est d'accompagner les entreprises dans ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, qui place le producteur responsable de ses produits depuis l'éco-conception jusqu'à sa fin de vie et en passant par toutes les phases. Donc, la France est assez championne du monde des filières REP. Il y a près de 20 filières
filières, et autant voire plus d'éco-organismes. La filière emballage sur laquelle l'éco est agréé, tu as la première filière qui a été créée il y a plus de 30 ans. Vous avez cité la filière du bâtiment, qui est beaucoup plus récente, mais qui, en effet, représente 70% des déchets. Et puis, il y a la filière des équipements électriques et électroniques, il y a la filière des piles, il y a la filière du textile. En ce qui concerne les emballages, l'éco est arrivé il y a 4 ans sur le marché pour peut bousculer le statu quo. Il y avait un monopole historique avec un acteur historique et c'est pas un secret pour tout le monde, nos poubelles débordent. Donc le rôle de l'éco-organisme sur les emballages, c'est avant tout de gérer le bac jaune que l'on a chez nous et on s'aperçoit, alors on s'en occupe pas tant que ça fonctionne, on s'aperçoit quand il y a des grèves à Paris que ça déborde. Donc un des rôles, c'est à la fois de travailler à faire en sorte que les emballages qui sont produits puissent être bien recyclés. Donc on accompagne les producteurs et on finance les producteurs dans l'éco-conception. Et puis un rôle majeur, et où tout est à faire, c'est de réduire. On augmente de 10% les emballages alors qu'on devrait les réduire en passant par des systèmes de réemploi où il faut réinventer ou inventer des choses nouvelles. Et ce sont les gros enjeux des éco-organismes qui doivent, avec les éco-contributions perçues par les producteurs, financer une nouvelle industrie qui est l'industrie du réemploi en amont du recyclage. Et Patrick, si tu dois nous partager peut-être, il y a deux faits marquants que tu m'as partagé juste pour clôturer sur le constat de ton point de vue éco-organisme, c'est où on en est du réemploi en France par rapport à l'ambition qui a été fixée et où en est la France aussi par rapport à ses ambitions de recyclage. Alors, en ce qui concerne le réemploi, la loi AGEC, qui a fixé des règles, fixe à 10% les quantités d'emballage à mettre sur d'emballage réemployable à mettre sur le marché d'ici 2027. 2024, c'est 6% l'objectif. Les dernières études qui sont sorties, on est à moins de 1%, voire moins de 0,5%. Donc voilà, on n'y est pas du tout. Donc on y reviendra, mais il y a des choses à mettre en place pour y arriver. Sur le recyclage, et pourtant le recyclage, c'est pas nouveau, la France est avant-dernière des pays européens sur le recyclage des plastiques, avec moins de 25% des emballages plastiques recyclés. Donc encore une fois, on jette la pierre à personne, mais il y a des choses qui auraient peut-être dû être faites dans le passé, qui ont en particulier pas été faites en France, sachant que l'objectif, c'est 50%, l'objectif européen, 50% des emballages recyclés. Donc voilà, que la France soit avant-dernière, juste avant Malte, sur les emballages sur le recyclage des emballages, je pense que voilà, il faut faire quelque chose, et c'est pas l'affaire simplement de l'éco, des éco-organismes, c'est l'affaire de tous. Merci Patrick. Ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que, et pour revenir aussi au propos de Sarah, c'est que d'un côté, on est souvent mis en avant à travers la loi AGEC, notamment la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui fait partie des législations les plus intéressantes en termes de circularité. Et après, Sarah, on en parlait aussi quand on préparait, c'est son applicabilité et la réalisation concrète des choses. J'aimerais qu'on passe sur la deuxième phase de la table ronde, sur les freins. Moi, il y a une étude qui m'a marqué avec toute l'équipe de Circulaire, c'est une étude de KPMG qui est sortie il y a quelques années, qui disait que pour 80% des dirigeantes et dirigeants économiques européens, l'économie circulaire était vue comme une priorité business. Et en même temps, quand on creuse les industriels qui ont une feuille de route économie circulaire qui est pilotée, on est à moins d'un quart d'entre eux. Donc là aussi, il y a un hic. Et du coup, je me redirige vers toi, Arnaud, qui est à la tête de la sustainability d'une grande entreprise d'envergure mondiale. Tu m'as dit qu'il y avait des freins structurels à la fois externes, mais aussi qu'on peut rencontrer en interne. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, les partager avec l'audience et potentiellement donner une ou deux clés pour débloquer ces freins de vue de ton expérience de Chief Sustainability Officer? Donc effectivement, le basculer d'une économie linéaire à une économie circulaire n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a un certain nombre de freins, d'obstacles. J'en partagerai deux. Le premier, c'est la collecte des matériaux en fin d'usage, des revêtements de sol, pour être très concret. Et le deuxième, c'est le poids des investissements liés à la mise en place de capacités de recyclage. Donc je m'explique. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une rénovation, en fait, on retire les revêtements de sol, et malheureusement, même s'il y a de plus en plus de REP et de plus en plus de structures, enfin d'organismes qui structurent les choses, aujourd'hui, la plupart du temps, tout est mélangé. Ce qui fait que ça se retrouve dans des bennes, ça se retrouve envoyé en déchetterie ou en incinération. Donc inutile de vous dire qu'aller collecter un produit que vous avez éco-conçu, qui a de la valeur pour vous et que vous savez recycler, c'est mission impossible. En tout cas, c'est mission extrêmement coûteuse.
Donc, en fait, ce qu'on fait chez Tarkett pour contourner ce type d'obstacle, ou en tout cas le fait que la réglementation n'a pas encore suffisamment structuré les choses, eh bien, on passe des partenariats. On signe des partenariats avec des sociétés qui nous aident à collecter nos produits. Donc, par exemple, Ikea. On a un partenariat avec eux depuis plus de 3 ans et dans plus en plus de pays en Europe. Chaque fois qu'ils vont remplacer un sol dans un magasin, ils nous appellent. On le retire le sol avec eux. On l'envoie dans notre site en Suède. On a l'activité de recyclage pour ce type de matériaux. On le recycle et on réutilise les matériaux pour nos revêtements de sol. On le fait également avec d'autres entreprises en Europe et aux États-Unis pour la moquette. Aux États-Unis, par exemple, on a un partenariat avec Bank of America. À chaque fois, même chose que dans un de leurs bureaux, ils changent la moquette. On a la responsabilité avec eux de récupérer la moquette et on a développé les technologies pour être capable de les recycler. On a aussi travaillé sur les business models parce que finalement, on pense souvent technologie, on pense souvent produit, mais finalement, meilleur moyen pour nous, ce serait de rester en contact avec nos produits. Aujourd'hui, on les vend et puis on ne sait plus ce qu'ils deviennent. Là, l'idée, ce serait de les louer. De manière à ce que lorsqu'on peut les réutiliser, donc on n'a pas besoin d'attendre la fin de vie, lorsqu'on peut les recycler, eh bien, on est parfaitement au courant, parce qu'on est toujours en contact avec le produit, et donc voilà, ça facilite la collecte. Évidemment, c'est un peu plus compliqué, parce que là, pour l'instant, il y a peu d'appétence de nos clients, même si c'est en train de bouger. Donc le deuxième obstacle, c'est ce que j'expliquais, c'est le poids des investissements liés au recyclage. Donc là, quelques informations, un revêtement de sol, c'est fait pour durer. C'est pas fait pour durer quelques mois ou quelques années, c'est 10 ans minimum, mais très souvent dans les hôpitaux, les universités, 20 ans, 30 ans. Et là, vous comprenez que les matériaux qui arrivent aujourd'hui chez nous pour être recyclés, ils ont été installés dans les années 2000, voire avant. Et à l'époque, la réglementation était différente. Donc c'est un sérieux obstacle, puisque ça veut dire que les matériaux qui arrivent chez nous aujourd'hui contiennent des produits chimiques qu'on n'a plus le droit d'utiliser. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des technologies pour séparer les différents constituants. La moins bonne nouvelle, c'est que ça veut dire des investissements importants. Alors, les technologies, elles existent aujourd'hui, des lignes pilotes. Il faut investir maintenant massivement pour pouvoir les passer à l'échelle industrielle. Et là, la question, c'est est-ce qu'il y a un modèle économique derrière? Il n'y a pas de signal prix aujourd'hui. La matière vierge reste et resterait, avec les contraintes réglementaires qu'on a aujourd'hui, bien moins chère qu'une matière recyclée qui est passée par ce type de process. Donc voilà, la question, c'est qui va payer quoi? Alors, bon, j'espère que la réglementation va évoluer et que ça va pousser la mise en place de ce type de modèle. Ça va faire un très bon point avec ce sur quoi va pouvoir rebondir Sarah. Ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une complexité de, on va dire, nettoyer le passé. C'est qu'il n'y a pas eu de démarche d'éco-conception sur tout ce qui nous entoure aujourd'hui et comment tu récupères cette matière sachant qu'elle n'a pas été éco-conçue. Et puis il y a un aspect préparer le futur, c'est-à-dire que dès maintenant, comme on sait qu'on va manquer de matière et de matériaux, comment j'éco-conçois et comment je garde la propriété du produit pour pouvoir le récupérer et réutiliser la matière. Et ça répond à certains problèmes de souveraineté qu'évoquait Sarah par le passé. Exactement. Alors aujourd'hui, on éco-conçoit de plus en plus de nos produits, mais on sait aussi qu'on va les récupérer dans 10 ans minimum. On a éco-conçu certaines moquettes, on les récupère aujourd'hui. Donc on commence à voir le bénéfice. Mais pour certains produits en vinyle, ce sera dans 20 ans, dans 30 ans. On ne peut pas attendre, on a tout le stock effectivement géré. Merci Arnaud. Sarah, ça me permet de rebondir sur toi, les freins que tu perçois, notamment à travers le travail que fait le collectif EC 2027. Et on en a parlé de cette notion de coût aussi, qui aujourd'hui, on ne met pas le bon prix sur des produits issus de l'économie linéaire versus des produits issus de l'économie circulaire. La taxe carbone peut répondre en partie, mais pas uniquement. Encore une fois, toi, de ton point de vue et du point de vue du collectif, quels sont les freins aujourd'hui majeurs à débloquer pour accélérer sur le volet économie circulaire? On en voit 6, donc je vais aller assez rapidement sur les premiers pour m'attarder sur les 2 derniers qui me semblent un peu plus structurants. Il y a d'abord un frein culturel. Donner envie de ne pas consommer alors qu'on est en permanence abreuvé de pubs, c'est compliqué. Essayer de faire une pub sexy sur le réemploi, la réparation, c'est pas facile. Du coup, je fais un petit mouvement de pub. Allez voir la dernière campagne de publicité et notre première de Murphy pour essayer de parler de réparation d'électroménager de manière sexy. Voilà, c'est pas simple. Ça, c'est le premier frein culturel. Le deuxième frein, il est politique.
Aujourd'hui, on parlait de cette loi AGEC qui est très en avance, mais aujourd'hui, force est de constater que le service après-vente de la loi n'a pas été fait. Je prends un exemple. On dit dans cette loi qu'il faut faire plus en matière de réparation et de réemploi. Quand il s'agit de transposer dans le cahier des charges des éco-organismes pour leur dire dans les 6 ans à venir, vous devez avoir l'ambition de faire du réemploi, je vais vous donner le chiffre. L'ambition qu'on leur a assignée dans leur cahier des charges, c'est 2%. Voilà. Ils faisaient déjà 1 ou 1,5. On leur a demandé dans les 6 ans à venir de faire plus 0,5. Donc là, vraiment, il y a un gros maillon qui manque. Je ne sais pas comment on a pu élaborer cet objectif-là. Troisième frein, c'est le frein des lobbies. L'industrie du neuf a des puissants lobbies, il faut se le dire. Donc c'est pour ça aussi qu'on se constitue l'économie circulaire, que ce soit des grands de l'économie linéaire qui se transforment vers le circulaire ou des natifs de l'économie circulaire. On s'organise pour pouvoir s'affronter un peu avec les lobbies du neuf. Un chiffre, l'écart d'ETP, d'équivalent temps plein en affaires publiques entre Apple et Back Market, c'est de 1 à 30. Voilà, c'est ce rapport de force-là qui est aujourd'hui présent. Sarah, pour clarifier, pour être sûr de bien comprendre, c'est les personnes qui défendent le point de vue côté back market, c'est une personne qui est mise potentiellement au niveau européen versus 30 personnes pour Apple. Okay. Exactement. Le quatrième frein, c'est un frein, on l'a évoqué, sur les modèles économiques. Il y a des modèles économiques à trouver dans le réemploi, dans la réparation, c'est pas facile. On parlait de la taxe carbone aux frontières qui permettrait d'avoir un écart de prix et du coup un signal prix beaucoup plus attractif pour ces biens-là. Aujourd'hui, c'est possible sur le papier, ce n'est pas une réalité. Voilà. Il y a un problème aussi, le cinquième frein, de compétences. On nous a rabâché tout le long de notre scolarité que si on ne travaillait pas bien, on allait finir dans les filières professionnelles et que oulala, c'était quelque chose d'absolument terrible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de réparateurs, on n'a plus de techniciens. Par exemple, les cordonniers, dans les dernières décennies, on est passé de 25 000 cordonniers à 3 000 aujourd'hui, cordonniers. Et ça, c'est terrible parce qu'on ne peut pas du tout accélérer dans l'économie circulaire sans des gens qui ont la compétence pour faire ça. Et le dernier frein, qui est le plus important, c'est le non-respect de la hiérarchie des 3 R. Donc aujourd'hui, la loi AGEC, elle dit on doit d'abord essayer de réparer. Ensuite, on doit réemployer. Et à la toute fin, si on n'a pas réussi ces 2 premières étapes-là, il faut qu'on recycle. Aujourd'hui, on se repose beaucoup trop sur cette dernière étape du recyclage en pensant que c'est bon. De toute façon, moi, je consomme un produit neuf et il va être recyclé à la fin. Il faut regarder en fait le bon indicateur là-dessus, c'est quelle est la part des produits recyclés qui sont réincorporés dans la production de neuf. Et là, quand on regarde cet indicateur-là, c'est très intéressant, ça stagne, ou allez, je dis le vrai chiffre, ça a augmenté de 2 points dans les 10 dernières années. Et donc, on ne sait pas faire quelque chose 100% recyclé. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours de la matière vierge qui est réinjectée en fait, dans la production de produits neufs, même avec le recyclage. Ça va? Vous avez toujours le moral? On va passer sur les facteurs clés de succès dans un instant. Alexandre, je pense j'aimerais bien que vous leviez la main, celles et ceux qui travaillent dans le secteur privé aujourd'hui. Ok, peut-être que vous êtes confrontés à ça, mais quand il s'agit d'aller, je pense que de plus en plus les directrices, directeurs et responsables RSE, Sustainability sont convaincus et ont de plus en plus de poids, mais l'air de rien, on se bute souvent à des COMEX ou des CODIR qui ont une vision court terme. Alexandre, j'aimerais bien revenir sur ça, toi, les freins que tu vois pour convaincre justement les COMEX et les CODIR. Je sais que dans le cadre des missions que tu fais avec Antesys, tu es amené à parler à des dirigeants de grandes entreprises. Donc concrètement, comment tu arrives à les convaincre et aussi potentiellement partager ce qui bloque aujourd'hui, la réalité, quand tu fais face à ça? Alors déjà, on ne part pas avec une casquette environnementale, sinon on est catalogué directement. Donc on parle business, on dit que ça fait sens pour les affaires et que c'est une histoire de continuité de l'activité tout en décarbonant l'entreprise. Et donc le chiffre que tu as énuméré, les 40% de l'économie circulaire qui peut décarboner l'économie mondiale, je vais rebondir un petit peu là-dessus.
si on dépassait, par exemple, si on était à 8 ou 9 points de circularité gap au niveau mondial, si on doublait ce chiffre, on serait dans les clous pour 2030, les objectifs climat pour 2030. On n'y est pas, malheureusement. Sarah nous a rappelé tout ça. C'est aussi une histoire de sécurité de l'approvisionnement. Hein. On fait tourner des usines. S'il n'y a rien qui peut rentrer, il n'y a rien qui peut sortir dans un monde contraint. Donc on a par exemple accompagné sur certains projets, pas tout, hein, mais Fairphone, sur les aspects modularité et gestion de l'approvisionnement pour Fairphone. La préservation de matière, donc j'en parlais à l'instant, et puis aussi ce que tu as mentionné, garder la propriété de l'objet. Alors c'est encore un peu compliqué, on l'a entendu avec Target, ce sont des sujets très complexes, mais pouvoir garder la propriété de l'objet est quand même un sacré avantage dans le monde d'aujourd'hui, comme l'a rappelé Sarah. Financièrement, alors il y a un certain nombre d'investissements à mettre en place au départ, mais quand, au lieu de vendre des meubles, vous vendez de la décoration, un service de décoration, vous êtes sur des mensualités, financièrement, vous avez une visibilité long terme sur ce qui va arriver dans les prochains mois sur votre compte. Donc, il y a une façon d'approcher l'aspect financier qui est aussi très intéressant. Et enfin, la relation client. Hein. Un exemple assez connu, c'est Bundle aux Pays-Bas. Le jour où ils ont raccordé les machines à laver 1000, en fait, il y avait toute une relation client qui n'existait pas. Avant, on fabriquait des machines à laver et on les vendait. Aujourd'hui, on est connecté avec le client chez lui et on peut lui vendre aussi bien de la poudre pour laver le linge que savoir le type de consommation que les personnes à la maison ont. Donc une connaissance client qu'on n'avait pas avant, avec toute cette histoire d'accès à la donnée. Alors on a toujours peur aussi dans l'économie circulaire, comme on doit mettre en place des partenariats écosystèmes, donc on parle beaucoup de ça, hein, mettre en place des partenariats avec des nouveaux acteurs pour justement aller faire ces pilotes de produits que je transforme en services. On oublie qu'il y a un partage de la donnée, donc il y a un partage de certaines informations que vous possédez, mais il y a aussi toutes les données écosystèmes, les données que vous n'aviez pas, dont vous n'aviez pas la visibilité auparavant, que vous avez désormais accès. Donc là, ce qu'on suggère, c'est commencer petit avec des pilotes et être accompagné par des nouveaux acteurs et avoir cet accès, pouvoir partager votre donnée, mais aussi collecter de nouveaux types de données. Il y a aussi la relation au temps long. Alors ça, c'est compliqué. Avec les COMEX, c'est très compliqué, mais il faut changer d'échelle. Et là, on essaye de parler d'héritage, vous savez, ces hommes politiques qui écrivent des livres en fin de carrière pour ne pas être oubliés. C'est un peu la même chose avec c'est un peu la même chose avec les PDG. Enfin, on leur dit, voilà, si vous pensez temps long, si vous avez cette approche d'héritage, on va se souvenir de vous et on va se rappeler de vous dans le cadre de photos. Donc pour la pérennisation de l'activité. Et enfin, il faut faire comme si les taxes et les bonus étaient au bon endroit au bon moment, ce qui n'est pas le cas. Hein. Donc un petit peu cette approche de taxe carbone, le prix interne du carbone que les entreprises font, mettre en place des bonus-malus internes, faire comme si ils existaient, marger peut-être plus faiblement les solutions services circulaires de manière à représenter les taxations préférentielles, les TVA diminuées ou autres, pour votre service de produits d'occasion ou autre, avoir une comptabilité adaptée. Il y a des sujets sur le suramortissement des produits d'occasion, comptabiliser le risque, la résilience, la réputation que votre entreprise aura. Quand on parle de Target, on pense à toutes les actions circularité, et donc c'est une question de réputation, c'est un exemple. Et enfin, partir du résultat escompté, donc faire du backcasting. Donc on vous amène là-bas, mais voici toutes les étapes pour y arriver. Merci Alexandre pour cette réponse complète. Si j'en retire 3 points vraiment essentiels, c'est parler business, sortir de la logique un peu environnementale, parce que l'air de rien, quand tu es face à des décideurs, il va falloir parler ROI, donc retour sur investissement. La deuxième chose, c'est de montrer qu'il y a une relation au client dans le long terme qui se crée. Donc tu as la main
tu as la main sur le client, c'est terrible. On reprend les règles du jeu du capitalisme, mais s'il faut y aller, s'il faut convaincre, quelque part, tu gardes la relation avec le client. Donc, tu peux avoir plein de services connexes qui naissent. Et puis, tu as un énorme sujet qui n'est pas forcément le sujet du jour aujourd'hui, mais c'est de la collecte de la data qui va exploser. Et évidemment, quand tu gardes la main sur un produit et tu collectes la donnée produit, ça te donne un champ des possibles qui est immense et qui est complètement sous-considéré dans l'économie circulaire. Je reviens vers toi, Patrick. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque pour que les éco-organismes déploient leur potentiel à 100%? Est-ce que toi, tu vois des freins en tant qu'éco-organisme pour justement accompagner les entreprises à atteindre 100% de leurs objectifs de réemploi, de recyclage et autres? Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi? Alors, il y a les entreprises, mais il y a aussi les collectivités. Ce sont les collectivités qui ont la charge de gérer le bac jaune. Aujourd'hui, sur Produrable, on trie assez bien. Il y a des bacs jaunes, il y a une poubelle éco qui se promène. Bon, ça, c'est pour le fun. Mais dès qu'on sort de là, dans Paris, on ne peut pas trier. Il n'y a pas de bac jaune dans la ville de Paris. Pourtant, c'est Paris, quoi. Et donc, des choses très simples sont mises en place avec les collectivités avec lesquelles on travaille. Et en tant qu'éco-organisme, on les accompagne, on finance simplement des outils, parce que pour bien trier, il faut que ce soit simple pour le consommateur. C'est pas très agréable, donc il faut rendre ça simple. Et puis il faut aller chercher le déchet là où il est. Il y a certaines poubelles où en fait il y a 90% d'emballage et puis très peu du reste. Eh bien, on finance des tris spécifiques pour aller chercher les emballages qui sont dans les poubelles et qui peuvent tout à fait être recyclés. Ce n'est pas fait aujourd'hui. Donc c'est des choses assez simples. Donc ça c'est le premier point. C'est mieux trier et aller chercher le déchet là où il est. C'est aussi réduire la quantité d'emballage. Et là, les entreprises ont un rôle très important à jouer, en particulier en développant le réemploi. Et on l'a dit, la loi AGEC a fixé la règle, mais on ne va pas assez loin. C'est bien d'avoir la règle du jeu, mais il faut aller plus loin. Il faut simplement faire appliquer la loi et aller à un niveau de sanction. Si vous n'atteignez pas l'objectif, eh bien, vous êtes sanctionné. Quand on ne respecte pas la loi sur la route ou n'importe où, on est sanctionné. Et là, on n'est pas allé assez loin. Et puis, en plus, la règle, il faut peut-être la changer un peu. Parce qu'on a dit 10% d'emballage réemployé d'ici 2027. 10%, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. 10%, c'est beaucoup pour une entreprise de l'informatique, par exemple. Aller réemployer l'emballage d'un ordinateur, c'est quand même peut-être très compliqué. On ne va pas le renvoyer à l'autre bout du monde pour qu'il soit réemployé. Donc 10%, c'est beaucoup. Et puis, en revanche, pour les boissons, remplir cette bouteille d'eau 30, 40 fois, c'est pas difficile. Donc l'objectif pour le secteur des boissons ne devrait pas être de 10, mais de beaucoup plus. Et si l'objectif est beaucoup plus important, s'il y a une sanction, les gros industriels des boissons vont s'y mettre vraiment et vont changer les modèles de production et de collecte. Donc la loi, très bien, mais maintenant, il faut aller plus loin. Il doit y avoir, alors, je ne sais pas si c'est une deuxième loi AGEC, mais en tout cas, c'est aller plus loin. Et puis, il y a un grand point, c'est la sensibilisation du consommateur. Donc là, bon, il y a des publicités, le ministère communique, l'ensemble des éco-organismes dépensent beaucoup d'argent, 0,7%, 0,3% du montant global sert à faire des campagnes de communication. Chaque éco-organisme communique, mais encore une fois, le geste de tri, c'est au quotidien, c'est chacun d'entre nous qui doit s'en emparer. Je retiens deux choses sur ce que tu viens de nous partager, Patrick. Un, c'est que les objectifs, en fait, ils sont pas calibrés en fonction du type d'entreprise, du type de secteur. Et il y a vraiment une finesse à avoir quand on fixe des règles au niveau législatif. Et de l'autre, tu parles des sanctions. Réponse courte, mais est-ce que tu y crois? Parce que de plus en plus, quand je regarde la législation européenne, là, on parle maintenant de montants assez considérables. Ça peut être 2-3% du chiffre d'affaires. Et si c'était appliqué, ça marcherait vraiment. Tu penses qu'on va y arriver, honnêtement, sans réponse courte, mais... J'espère. Enfin, en tout cas, le bilan de la loi AGEC publié avant l'été par l'Assemblée nationale, ça fait partie des recommandations. Donc maintenant, mettons-le en place, quoi. C'est possible de mettre des sanctions, et mettre des sanctions pas aux éco-organismes. Les éco-organismes, oui, notre rôle, c'est de créer l'environnement pour que les entreprises puissent atteindre leurs objectifs. Si les entreprises n'y vont pas directement, l'éco-organisme est impuissant. Merci. On va passer dans cette dernière phase là, quand même, pour parler des facteurs clés de succès et de dire que ça bouge.
en ayant travaillé maintenant depuis un peu plus de 10 ans sur l'économie circulaire, j'ai quand même des exemples qui me donnent espoir, même si ça reste à la marge. Mais quand je vois des acteurs comme Decathlon commencent à avoir des chiffres d'affaires orientés sur l'économie circulaire, si je prends l'exemple de Decathlon avec lequel on travaille, ils ont fait 480 millions d'euros sur l'économie circulaire. Donc là, on ne parle pas d'un projet pilote, on parle de presque un demi-milliard. On voit des acteurs comme Renault qui sont loin d'être parfaits, mais qui commencent à se mettre des targets de 2,3 milliards de chiffre d'affaires à générer avec 10% de marge sur des projets de circularité. Donc là, on sent que ça accélère globalement. Je voudrais revenir du coup sur les facteurs clés de succès pour vous. Quels sont-ils pour accélérer sur l'économie circulaire? Sarah, je me redirige vers toi. Justement, vous avez dans ce collectif EC 2027 l'ambition de pousser les lois qui feront l'économie circulaire de demain. Donc pour toi, qu'est-ce qui fera que l'économie circulaire va se déployer à grande échelle dans les prochains mois, j'espère, et dans les prochaines années? La chose la plus importante, je crois, si je dois choisir un levier de solution, c'est vraiment d'enlever cette confusion. Je trouve qu'on on mélange tout le temps économie circulaire, responsabilité élargie du producteur et éco-organisme. Ces trois acteurs ou concepts ne sont pas la même chose et ne doivent pas être traités au même niveau. L'économie circulaire, on l'a dit au début, compte tenu des nombreux co-bénéfices politiques, stratégiques, environnementaux et sociaux, c'est quasiment, si je pousse le curseur très loin, de l'intérêt général. C'est la seule économie qui se rapproche de l'intérêt général. Et donc, à ce titre-là, je ne comprends pas pourquoi, et pourtant, ça fait pas longtemps que moi je suis dans l'économie circulaire, j'étais dans le développement durable en sens large, mais sur l'économie circulaire, ça fait pas si longtemps que ça. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas un sujet qui est pris par le couple Bercy Écologie, au même titre qu'il y a eu des grands plans d'intérêts nationaux autour du nucléaire, autour du ferroviaire, autour de l'aérospatial, puisqu'il en va de l'intérêt général de la France, pourquoi on ne met pas ça à ce niveau-là? Et ensuite, qu'on se fixe ces objectifs d'économie circulaire secteur par secteur, dans l'automobile, dans les équipements électriques et électroniques, etc., etc., et qu'ensuite, on regarde avec quels outils on décline ça. Qu'est-ce qu'on donne à la REP? Qu'est-ce qu'on ne donne pas à la REP? Qu'est-ce qu'on donne au sein de la REP aux éco-organismes? Moi, je ne suis pas vraiment persuadée, mais je reste à convaincre, hein, et je pense que vous ne m'en voudrez pas, de laisser toute la stratégie et l'ambition de l'économie circulaire aux seuls metteurs en marché de produits neufs, qui parfois ont un intérêt économique à aller sur l'économie circulaire, mais parfois n'en ont pas. Donc là, je parle en tant que citoyenne, hein, c'est l'intérêt de mon pays, donc j'ai envie que ce soit porté à un niveau politique. C'est la première chose. La deuxième chose, en facteur clé, travailler l'attractivité de ça. Donc les campagnes de communication, on l'a dit, moi je rêve que les 0,3% de crédit de ligne budgétaire des éco-organismes soient mutualisés pour qu'on fasse des grandes campagnes extrêmement puissantes pour dire c'est cool la réparation, c'est cool le réemploi, ou alors comme les campagnes de recrutement dans l'armée, en disant vous cherchez un sens à votre travail, soyez les héros de demain, c'est les réparateurs, c'est les réemployeurs, pour recruter massivement dans ces métiers-là. Troisième solution importante, on parlait des modèles économiques et du fait que les marges ne sont sans aucune mesure entre ceux qui prolongent la durée de vie des produits et ceux qui vendent du neuf. L'écart est à pleurer là aussi en fait, hein. Donc ce n'est pas attirant ces métiers-là parce qu'on ne va pas gagner de l'argent et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Les filières qui sont attractives, c'est les filières où on gagne bien sa vie, et donc pour avoir ce choc de compétitivité, pour avoir ce choc de rentabilité, nous on a une mesure assez phare chez EC 2027, dans ces temps de vache maigre où on ne va pas pouvoir demander une TVA réduite à 5,5, pourquoi pas imaginer, et là s'il y a quelqu'un de l'État, je lance une pierre, une TVA qui soit modulée en fonction de l'analyse du cycle de vie du produit. Je m'explique. Un produit est intense en carbone, il va avoir une TVA qui est augmentée, qui a plus de 20%. Le produit est faible en intensité carbone, il va avoir une TVA réduite. Et ça, intuitivement, je pense que ça va avoir un impact nul sur les finances publiques. Et la dernière solution, c'est de raisonner vraiment en boucle fermée. De raisonner en boucle fermée et de massifier les systèmes de collecte préservante. Merci Sarah, ça me permet de rebondir sur le fait qu'avec le collectif EC 2027,
vous avez, et je l'ai supporté avec grand plaisir, poussé une tribune au monde sur la mise en place d'un ministre dédié à l'économie circulaire. Je ne sais pas si on a été entendu par Bercy. Oui ? Le premier déplacement de la ministre en charge de l'économie circulaire, c'est Agnès Pannier-Runacher, qui s'est déplacée la semaine dernière à Nantes aux Assises des déchets et qui a dit « J'ai entendu votre cri, je serai cette ministre ». Donc, petite fierté quand même. Super, bravo. Et je te voyais... Merci. Patrick, je te voyais hocher la tête quand Sarah parlait du rôle des éco-organismes. Du coup, ça me permet de te faire la passe sur, pour toi, les facteurs clés de succès pour déployer l'économie circulaire à grande échelle. Et si tu veux rebondir sur ce que vient de dire Sarah aussi, n'hésite pas. Oui, alors je partage le fait que ce soit simplement la responsabilité du producteur et que ce soit les producteurs qui décident. Parfois, oui, c'est un peu schizophrénique. Il faut que les parties prenantes, que ce soit toute la chaîne, donc les producteurs, mais les collectivités, les recycleurs, les opérateurs de réemploi, fassent partie également de la gouvernance du système. Après, il y a une chose qui est importante, c'est que ce qui se passe bien souvent, c'est qu'il n'y a pas de lien entre l'amont et l'aval. Et en particulier sur l'emballage, que je connais particulièrement, mais c'est vrai sur d'autres secteurs, c'est qu'il y a beaucoup de gens chez les producteurs qui conçoivent des produits, mais qui ne le pensent pas en fonction de leur fin de vie. Et une chose, et donc le produit est soi-disant recyclable, soi-disant bon pour l'environnement, mais quand il se retrouve sur la chaîne de tri, il va dans la mauvaise case et il va en incinération. Et donc on a commencé à faire ça chez l'éco et on va poursuivre ça en 2025 en créant une forme de l'éco-académie et en emmenant les producteurs dans les usines de tri, chez les recycleurs, pour montrer comment il faut faire et comment il ne s'agit pas de créer plein de nouvelles résines qui soi-disant sont biosourcées. Mais oui, c'est pas parce que c'est fait à partir de canne à sucre que ça va bien se recycler. Au contraire, c'est perturbateur du tri. Donc parfois, il faut faire des choses simples et il faut simplement mettre en relation l'amont et l'aval. Il faut le faire davantage et on va s'atteler à ça en 2025. Parfait, je retiens vraiment ce fait de connecter les acteurs de la valeur, de la chaîne de valeur entre eux, qui aujourd'hui, en tout cas sur la partie amont et aval, ne sont pas connectés du tout, d'où l'importance de travailler en collectif et en coalition. Et ça me permet de faire le point avec toi, Arnaud. On l'a évoqué quand on a évoqué les facteurs clés de succès de l'économie circulaire. On s'est dit, concrètement, un LVMH tout seul, il ne va pas révolutionner l'industrie de la mode, mais si tu as LVMH, Richemont, Hermès, Kering autour de la table, là, tu peux faire la différence. Donc ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur ce volet-là. Et aussi, concrètement, je pense qu'il y a des directrices et des directeurs RSE qui sont là aujourd'hui et qui ont envie d'accélérer sur ce sujet. Quels seraient les quelques conseils que tu pourrais leur fournir pratico-pratiques pour qu'ils sortent de cette salle et qu'ils aillent convaincre potentiellement leurs parties prenantes et leurs codires? Donc oui, effectivement, on a accumulé un petit peu d'expérience, même si on a encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à faire chez Tarkett. Quelques conseils. Le premier, peut-être évident pour tout le monde, mais c'est important de le dire, c'est qu'il faut embarquer les équipes. Et en particulier, au moins au début, il faut bien commencer quelque part, c'est embarquer les équipes qui vont vraiment initier la transformation vers l'économie circulaire. Alors on pense tous, je pense, à la R&D, quand vous fabriquez des produits, c'est la recherche et développement, c'est transformer les produits, les rendre, les éco-concevoir, mettre de plus en plus de matières recyclées à l'intérieur, faire en sorte qu'ils soient plus faciles à recycler. Mais il y a bien d'autres services dans l'entreprise qui contribuent à cette transformation. Il y a les achats pour acheter des nouvelles matières. Il y a aussi les vendeurs. Nous, on s'est rendu compte finalement ces dernières années qu'on avait fait beaucoup de choses en interne, mais qu'on n'en parlait pas suffisamment à nos clients, qu'on n'avait pas forcément les bons termes pour expliquer les choses. Donc on a démarré, organisé une formation pour tous les vendeurs en Europe, aux États-Unis, là où la demande se développe petit à petit. Et ça a permis réellement de valoriser ce que l'on faisait, finalement aussi de rassurer certains clients qui s'inquiétaient de savoir si l'utilisation de matières recyclées pouvait avoir un impact sur la qualité des produits, etc. Donc voilà, vraiment embarquer les équipes, concentrez-vous sur ceux qui vont vraiment initier le changement. Le deuxième point, c'est les partenariats. Alors, on vient de parler des partenariats. Évidemment, on parle d'une transformation d'entreprise, mais c'est une transformation de toute la chaîne de valeur. Donc, évidemment, travailler en amont, en aval, ça va de soi. On le fait. J'ai cité quelques exemples tout à l'heure de partenariats, mais
enfin nous, on a aussi identifié des déchets d'autres secteurs industriels qui sont des produits intéressants pour nous. Secteur automobile, on a les pare-brises en fin de vie. À l'intérieur, il y a un polymère qui s'appelle du PVB. Eh bien, ce polymère est un déchet pour l'industrie de l'automobile. C'est une matière très intéressante pour nous, qu'on utilise pour nos moquettes. L'industrie de la filtration d'eau, il collecte du carbonate de calcium. On a besoin de carbonate de calcium pour nos produits. C'est mieux d'aller le chercher chez eux que d'aller l'extraire de carrière. Donc voilà, des partenariats pour identifier de nouvelles matières premières, des partenariats aussi d'innovation. On a des ressources, on a des gens qui travaillent sur tous ces sujets en interne, mais on ne sait pas tout. Le sujet est urgent, on vient de le dire, hein, ça avance quand même assez lentement. Donc allons aussi à l'extérieur. Donc on a des partenariats avec des sociétés, des startups ou des sociétés déjà beaucoup plus avancées. Nous, on vient de signer un partenariat avec une société américaine qui s'appelle Mycocycle. En fait, ils ont développé des technologies qui reposent sur les champignons, le mycélium du champignon, qui permet en fait de biorémédier les produits. Donc voilà, ça permet, grâce à ça, d'accélérer ses innovations. Troisième recommandation, c'est tout ce qui est rester pragmatique. Évidemment, il faut avoir un plan, il faut avoir un cap, mais il faut aussi être pragmatique, il faut être connecté aux clients, de manière à ce qu'on soit allié aussi à leurs priorités et que grâce à ça, on puisse valoriser les produits, valoriser tout le travail que l'on fait, non seulement sur le long terme, parce qu'on sait très bien qu'on a un impact sur le long terme, mais aussi sur le court terme. Ça, c'est fondamental, démontrer à nos équipes que ce que l'on fait, c'est utile sur le court terme également. Merci beaucoup. Je retiens donc ces trois choses. Formation des métiers, évidemment, de la R&D, ça nous paraît essentiel, des ingénieurs, de la conception, mais notamment des acheteurs, parce que c'est eux qui ont la main sur l'amont de la chaîne de valeur. Évidemment, cette logique de partenariat et de coalition. Et puis garder cet aspect quand même très pragmatique de l'économie circulaire qui permet d'anticiper les chocs à venir de demain. Tu as le mot de la fin, Alexandre, en 3 minutes, comme ça on va pouvoir prendre quelques questions. Pour toi, au vu de ces maintenant plus de 15 ans passés dans l'économie circulaire, ce serait quoi pour toi les facteurs clés de succès de l'économie circulaire? Et ce que j'aimais bien dans ton approche quand on t'avait rencontré à Cape Town il y a une dizaine d'années, c'est que on parle beaucoup d'économie, d'environnement dans l'économie circulaire, mais il y a aussi cet aspect social et sociétal que peut amener l'économie circulaire, et j'aimerais bien t'entendre aussi là-dessus. Oui, parce qu'on a bien vu que à travers les expériences concrètes, à travers les volontés politiques et autres gaps, on n'arrive pas à emmener tout le monde, quoi. Et ce qu'on oublie, c'est qu'on est un microcosme ici de gens experts dans le domaine et qu'on ne parle pas au plus man in the street, comme on dit en anglais. Et en fait, il faut que cette économie circulaire, alors ça c'est un credo que je fais depuis quelques années, comme tu sais, soit inclusive. Et j'avais proposé à l'époque, entre la sphère biologique et la sphère technique, d'intégrer une sphère humaine pour redéfinir les rôles et les fonctions de qu'est-ce qu'on attend de nous dans cette économie circulaire régénérative, où on va non seulement prendre soin de l'objet, mais prendre soin des personnes aussi. En fait, bon, là, je dépasse le scope de l'économie circulaire, mais c'est important parce que si on n'arrive pas à parler aux gens, on va louper le coche des objectifs climatiques et des risques climatiques et biodiversité qui sont dramatiques, quoi. Donc, on a su, l'humain de tout le temps, on a su inventer que 3 trucs. 3 choses qui n'existent pas dans la nature. C'est la pollution, le déchet et la pauvreté. Et en fait, on est très fort dans ces 3 choses-là. Et il va falloir qu'on arrête de faire ça. Donc il faut percevoir l'abondance là où elle se trouve, dans les systèmes régénérés et dans les systèmes humains. Et c'est tout simple, hein. Vous prenez un exemple. Alors, je ne bosse pas pour eux, ni j'ai pas d'action chez eux, mais ce téléphone, il est modulaire. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire ouverte. C'est-à-dire que quand vous envoyez des milliers d'unités de ce téléphone dans une économie, le fait qu'il est modulaire, évolutif, réparable, fait qu'on va aller créer des petits réparateurs dans votre rue et que vous allez descendre dans la rue et que vous allez pouvoir réparer votre téléphone.
3 semaines après, le réparateur il va vous dire tiens, j'ai réussi à mettre à jour le module d'appareil photo, ou j'ai réussi à augmenter la performance de la batterie, ou j'ai fait ci. Et en fait, vous créez de l'innovation en mode ouvert. Et donc, c'est super intéressant par rapport à d'autres marques qui font ça via des machines. Donc il faut prendre soin des deux aspects, donc l'objet et la personne, et on ne se donne pas en gros les moyens de réussir, quoi. Il faut vraiment aller au-delà et aller vers cet espace juste et sécurisé de l'économie du net. Une suggestion qu'on avait fait aussi à l'époque, c'était d'aligner un index de circularité avec l'index du développement humain. Alors encore une fois, c'est des choses assez high level, mais l'idée c'est vraiment de dire il faut aller vers cette économie du bien commun que Sarah a expliqué. Et on arrive à aligner l'index du développement humain, où il y a l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration des connaissances pour pouvoir réussir dans la vie, pouvoir accéder à une vie décente pour tous et toutes, et avec l'évitement de pollution déchets, avec le développement des compétences dont Sarah a parlé, et c'est aller vers cette économie du bien commun. Donc on arrive à faire ça et on arrive à le mesurer. Je l'ai mesuré pour la ville de Roubaix, que j'accompagne depuis 10 ans, qui est l'un des seuls grands exemples d'économie circulaire inclusive en France, et qui est reconnue dans le monde entier, puisque c'est la seule ville circulaire française qui a été décernée ce titre. La ville de Roubaix a réussi à sortir 1200 familles de la pauvreté via la circularité, via une vie à 0 déchet. Parce que les gens, financièrement, s'en sortent mieux, parce qu'ils ont accès à des potagers et des jardins partagés, ils se nourrissent mieux. Les bilans de santé les pressions sanguines et les diabètes disparaissent, diminuent. L'été, ils ont plus de fruits et légumes, donc ils en partagent avec leurs voisins qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Et donc, il y a de l'inclusion sociale. Et on est vraiment dans les co-bénéfices dont Sarah parlait encore une fois, on est vraiment dans des modèles vers lesquels il faut aller. Alors, c'est compliqué, hein, j'entends les exemples des industriels et des REP, mais il faut vraiment donner envie, créer cet imaginaire et donner l'espoir, même si on n'est pas content que ça avance pas assez vite. Merci Alexandre sur ce que tu viens de dire. Je retiens 2 choses, vraiment créer de la désirabilité sur cette économie circulaire et de manière générale sur cette transition écologique qui est trop souvent vue comme on va tous mourir. Au contraire, ça ouvre un champ des possibles sur plein de thématiques différentes et une notion d'abondance qui est extrêmement différente, mais qui apporte tout autant de plaisir. Et on a des illustrations à grande échelle à travers, tu l'as dit tout à l'heure tout doucement, mais des projets d'écologie industrielle comme Ecopal à Dunkerque, où là on a tout un conglomérat d'acteurs qui met en pratique l'économie circulaire à grande échelle, et puis des villes comme Roubaix qui l'ont mis et qui prouvent que l'économie circulaire peut être accessible. Je vous propose de remercier nos speakers et speakers et de les applaudir chaleureusement. Merci à tous les 4 d'avoir joué le jeu. Et si ça vous va, on a 5 petites minutes pour prendre des questions et réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Y a-t-il des questions dans la salle? Et je vais venir vous apporter le micro. Ça va? On a été super clair. Aucune question? Bien sûr. Bonjour et merci pour vos prises de parole et vos témoignages qui étaient assez concrets en fait, hein. Ce qui peut être des fois pas aisé. La question c'est, est-ce que vous pensez que la CSRD va vous aider en fait à pousser les sujets d'économie circulaire? Du moins, on en a l'impression, mais du coup, dans vos entreprises et dans votre activité, est-ce que c'est le cas? Je peux donner un point de vue. Donc, la réponse est, si je devais faire super court, la réponse est oui. Alors après, évidemment, il y a encore un petit peu de chemin à faire. La CSRD, pour l'instant, c'est perçu par beaucoup d'entreprises comme étant quelque chose d'administratif, de lourd. Chez Target, on a un peu de chance puisque ça fait des années qu'on publie un rapport RSE. Donc finalement, oui, l'analyse de double matérialité, c'est nouveau, mais ce n'est pas complètement nouveau. On a beaucoup d'indicateurs, on a beaucoup de données. Mais au moins, ça permet d'avoir un cadre commun. Ça permettra de faire du benchmark. Ça permettra vraiment de comparer
Et je pense que ça, c'est important pour nos clients, c'est important pour la communauté, d'une manière générale, de pouvoir comparer les entreprises sur ces sujets-là. Voilà. Alors après, aujourd'hui, sur la CSRD, ils demandent de publier des indicateurs sur l'économie circulaire. Malheureusement, il n'y a aucun référentiel. Donc là, c'est pour ça que ça va dans la bonne direction. Je pense que c'est vraiment un super outil à terme pour piloter l'entreprise sur ces sujets-là. Mais il y a encore des choses à faire. Donc dans quelques années, probablement, ce sera très très bien. Pour ramener ça concrètement à celles et ceux qui ont le cœur dans la CSRD, il y a un pilier ESRS E5 qui est dédié à l'économie circulaire et dans lequel vous avez à la fois la stratégie, l'implémentation et les KPI à utiliser. Et effectivement, le fait d'avoir ce cadre commun, comme tu l'expliquais, ça va éviter le circulaire washing que tu évoquais tout à l'heure, Alexandre, parce qu'on a ce référentiel commun. Et aujourd'hui, tout le monde pouvait dire je fais de l'économie circulaire, je fais du recyclage, je fais du réemploi, mais on n'a pas forcément les indicateurs de circularité. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous invite à regarder un rapport qu'on a publié avec Circulaire. On a mis une coalition de plus de 15 grandes entreprises en place et il y a 33 indicateurs de circularité qui sont axés en open source et dont que vous pouvez utiliser. Avez-vous d'autres questions ? Oui. Bonjour, j'avais une question très concrète, je crois que c'était Monsieur Marquis. Par rapport au partenariat, très concrètement, ça se passe comment? C'est contractuellement? Qu'est-ce que vous mettez en place en fait pour ces partenariats de recyclage, si j'ai bien compris? Oui, alors on a plusieurs types. Donc oui, c'est contractuel. Alors j'ai évoqué le programme Restart, qui est en fait un contrat qu'on signe avec les installateurs. On leur explique comment ça marche et puis on leur donne les moyens de mettre en œuvre le recyclage. Donc voilà, c'est contractualisé, il y a à l'intérieur, on s'engage à livrer, ils appellent une société. Alors, en France par exemple c'est Veolia, on a un partenariat avec Veolia. Donc ils appellent Veolia, j'ai besoin de big bags, hop, Veolia livre les big bags. Ils sont remplis, ils appellent Veolia, c'est gratuit, Veolia vient collecter, les trie et les renvoie chez nous pour qu'on les recycle. Quand on a un contrat également avec Ikea, en général c'est pareil, c'est écrit noir sur blanc, les termes du contrat. Avec Bank of America, c'est la même chose, ils insistent énormément pour dire la moquette que vous nous vendez est une moquette que vous allez être capable de recycler, qui ne sera jamais envoyée en incinération, en décharge. Et tout ça, on s'engage contractuellement. Donc oui, en général, c'est parfaitement cadré. Alors après, on a des partenariats pour faire des pilotes. On a travaillé avec la société JLL en France et on a fait plusieurs pilotes pour justement aller voir concrètement sur des chantiers français comment ça se passait. Là, en général, c'est pas contractualisé. Ce sont des choses que l'on fait en travaillant ensemble parce que voilà, ils font partie de nos clients également. Donc différents types, mais on aime bien le contrat, ça clarifie les choses. On a une question en direct du panel. J'ai du coup une question aussi sur ces partenariats. Au-delà de comment ça se matérialise, c'est comment vous trouvez votre partenaire. Moi, j'ai telle matière, j'en donne, je suis à moins de tant de kilomètres de vous, et moi, je revends telle matière. Est-ce qu'il y a une appli ou quelque chose pour essayer de trouver son partenaire de matière première? Malheureusement, non, pas encore. Mais bon, allez-y, voilà, ce sont des choses à faire en termes d'innovation. Non, pas encore. Alors, il y a quand même des choses, on n'en a pas parlé, le sujet est assez vaste, mais en France, par exemple, il y a un truc qui est très très bien, c'est l'obligation, lorsqu'il y a une rénovation ou une déconstruction, d'un diagnostic. Et donc, il y a des diagnostiqueurs aujourd'hui qui passent sur le site et qui regardent si ça peut être réutilisé, si ça peut être valorisé en recyclage, etc. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques sociétés qui font ces diagnostics, qui développent des applications. Ils nous contactent en disant est-ce qu'on peut avoir un lien direct avec votre base de données pour savoir si c'est un produit qui est chez vous, parce que pour le reuse, par exemple, le réemploi, comment on va pouvoir garantir que le produit, la moquette qu'on récupère, on va pouvoir la revendre à quelqu'un avec une garantie. Donc voilà, il y a de plus en plus d'interactions entre ces gens qui sont sur le terrain, qui identifient une opportunité, et puis nous ou d'autres, mais c'est vrai que ça commence à bouger. Il faudrait structurer les choses. Il n'y a pas encore d'appli à développer. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'ai une question concernant le risque d'effet rebond à l'économie circulaire.
Je vois ça un peu comme, par exemple, le sujet du carbone, où il y a eu la compensation carbone qui a été perçue un peu comme un droit à polluer. Sur la partie économie circulaire, on le voit un peu par exemple dans le textile. Vinted, on aurait pu dire c'est génial, c'est une application parfaite parce que ça permet de faciliter ça. En fait, il y a beaucoup de rapports aujourd'hui qui montrent que l'économie circulaire sur le textile, ça accompagné en fait d'une surconsommation parce que les gens se disent ah mais je m'en fous, j'achète du neuf, mais derrière je vais le remettre dans une boucle d'économie circulaire. C'est peut-être un peu vrai aussi par exemple pour l'IT ou Murphy aussi dans certains cas. Comment on fait pour éviter que en fait on retombe exactement dans le même scénario que le carbone et comment on enlise ça dès le début avec la règle des 3 R, hein, c'est-à-dire effectivement la première chose c'est la sobriété, mais le problème c'est que les gens aujourd'hui ne l'entendent pas. Vous avez répondu à la question, c'est la réponse que j'allais vous faire. Si on respecte vraiment la règle des 3 R, où on essaye d'abord de réparer avant de racheter, que ce soit reconditionné ou pas. Hein. D'abord, on répare et on allonge la durée de vie du produit. Ensuite, on achète un bien réemployé, alors soit d'occasion. Il faut distinguer aussi les choses. Il y a l'occasion, il y a le reconditionné, il y a le réemployé. Tout ça, c'est pas la même chose. Mais effectivement, il y a ce risque qui est là. Après, acheter un bien réemployé par rapport à un neuf sera toujours plus intéressant d'un point de vue carbone. Alors, j'ai vu qu'il y avait 2 autres questions. On est mis dehors par... Ouais. Oui, on est vraiment mis dehors. Ce que je vous propose, parce que je sais que c'est frustrant quand on ne peut pas poser ces questions, c'est, et je m'engage à vous faire un retour, envoyez-moi un petit message sur LinkedIn avec vos questions et je la transmets à nos speakers et ils s'engagent eux aussi, je les engage là devant vous à vous répondre. Voilà. Encore merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence. Merci à tous.